L'histoire de Céleste par Ana Clara Sofronie et Colin Dan Morochan. Chapitre 2. Lu par Aïda Bombou. Tout droit réservé. Un samedi soir, 3 événements apparemment non reliés ont eu lieu. Premièrement, Céleste, qui veillait habituellement à la lucarne de Jimmy sous la forme d'une boule bleue, commença à s'étirer droit vers le ciel, changeant lentement sa couleur au violet. Deuxièmement, Jimmy fit un affreux cauchemar. Il rêva que d'énormes ciseaux rouges coupaient Céleste en morceaux qui s'éparpillaient partout dans son jardin. Il se réveilla tout en sueur. Troisièmement, le professeur Hopf, fouillant frénétiquement dans une pile de papier dans la salle principale de l'Observatoire national, s'exclama « C'est impossible, à moins que… ça doit être ici quelque part. J'ai écrit moi-même les équations. » Il est intéressant de noter que les 3 événements étaient liés. Peu de temps après avoir rencontré Céleste, Jimmy visita l'Observatoire national avec sa classe. Là, le professeur Hopf était volontaire pour initier les jeunes élèves au monde magique des étoiles. Il prit le temps de répondre à toutes les questions, pour la plupart innocentes, que les élèves lui posaient. Cet astrophysicien, à l'apparence comique plutôt dodu, était un scientifique réputé. Il était surtout reconnu pour ses idées révolutionnaires sur les univers parallèles, les Big Bang et les trous noirs. Avec sa grande barbe blonde bouclée, ses lunettes épaisses et sa respiration lourde, il semblait beaucoup plus âgé qu'il ne l'était en réalité. Bien qu'il soit très gentil avec les enfants qui visitaient l'observatoire, très peu de gens voulaient participer à ses recherches en raison de son entêtement dans le laboratoire. À l'Observatoire national, il était chargé des phénomènes spatiaux exotiques. Il s'agissait d'anomalies dans les signaux détectés dans le ciel qui ne pouvaient pas être interprétés par des ordinateurs. Personne ne voulait passer en revue les données incohérentes. La plupart des chercheurs croyaient que les anomalies étaient simplement des pépins affectant les télescopes, mais pas le professeur Hopf. C'est pourquoi il préférait passer ses week-ends au laboratoire, profitant du calme pour se concentrer sur les étranges signaux en provenance de l'espace. Lors de son expédition à l'observatoire avec sa classe, Jimmy posa une question qui fit sourciller le professeur Hopf. Se pourrait-il qu'un trou noir soit en fait un tunnel vers un autre univers parallèle? Eh bien, la réponse à cette question nécessite plus de connaissances que tu n'es autorisé à avoir, plaisanta le professeur, évitant une réponse directe. Pourquoi ne viendrais-tu pas au laboratoire ce samedi? Demanda le professeur Hopf. En partie parce qu'il se sentait coupable, et en partie parce qu'il aimait bien Jimmy. J'aurai le temps de t'aider à comprendre les univers parallèles et tu auras l'occasion de poser plus de questions. En fait, le professeur Hopf se sentait souvent seul, pendant les fins de semaine, au laboratoire, et il avait besoin de quelqu'un pour écouter ses théories. Jimmy s'avéra être plus qu'un bon auditeur, incitant le professeur Hopf à des monologues sans fin. C'est ainsi que Jimmy apprit l'existence d'un phénomène très étrange qui a récemment déconcerté le professeur. « Jimmy, regarde cette constellation. Elle s'appelle Aquila ou l'aigle. Tu vois quelque chose au milieu? » « Non, » répondit Jimmy tout en regardant aussi attentivement que possible à travers les lentilles du plus puissant télescope du pays. « Tu vois? »« Non, » a encore répondu Jimmy. « Ne m'interromps pas, » dit le professeur. « Tu vois, on ne voit rien parce qu'un trou noir vient d'apparaître. Et les trous noirs n'apparaissent pas en une seule nuit. Et il semble être beaucoup plus proche qu'il ne devrait l'être. Et il émet des radiations très étranges. Et je me demande combien de « et » je peux encore inventer juste pour mettre à l'épreuve mes neurones, ainsi que ta patience avec moi, déclara le professeur Hopf, un grand sourire aux lèvres. Ne t'inquiète pas, jeune homme, tout a une explication. Nous devons juste garder les yeux ouverts pour la trouver. Bien qu'aucun d'entre eux ne l'ait dit à voix haute, tous deux pensaient qu'un tunnel entre 2 univers parallèles pouvait être cette explication. Quel genre de radiation? Osa Jimmy. Heureux que tu demandes. Il y en a 2 types, tous 2 jamais vus auparavant. L'un est dirigé directement vers nous, ce qui montre que le trou noir se déplace lentement mais sûrement vers la Terre. Le second type indique que le trou tourne de plus en plus vite, tout en augmentant son rayon.
Pourquoi vient-il vers nous et qui le fait tourner? Un mystère total. Et personne d'autre dans leur laboratoire ne se penchera sur la question. Juste mon vieux cerveau est à jeune curiosité, expliqua le professeur Hopf. Cette dernière tirade n'éclaira pas du tout Jimmy et laissa le professeur silencieux, signe qu'il souhaitait être seul. Le cauchemar de Jimmy le fit sauter du lit, atterrissant directement sous la lucarne. En levant les yeux, il vit Céleste s'étirer comme un rayon laser vers l'espace. Le corps étiré de Céleste était secoué par des petites vibrations en provenance et à destination de l'espace. Jimmy pressentait que quelque chose de mauvais allait se produire, mais il ne savait pas quoi. En regardant dans son télescope, il essaya de suivre l'extrémité mobile de Céleste dans le ciel. Ce qu'il vit le fit pâlir. Céleste se dirigeait vers le triangle d'été, formé par 3 étoiles, Vega dans la constellation de la Lyre, Deneb dans le Cygne et Altaïr dans la constellation de l'Aigle. « Aquila, Aquila, ce n'est pas possible, c'est ici que l'étrange trou noir est apparu !» s'exclama Jimmy. Pourquoi Céleste est-il attiré par elle? Et pourquoi change-t-il de couleur? Je dois voir le professeur Hopf le plus vite possible. Jimmy se changea vite de son pyjama, jeta le télescope dans son sac à dos et ouvrit la lucarne. Il grimpa sur le toit et se glissa discrètement jusqu'au garage, puis sauta sur le trottoir. Il tendit l'oreille pour voir si son père s'était réveillé. N'entendant rien, il enfourcha son vélo et commença à pédaler en direction de l'observatoire qui surplombait cette partie de la ville. Céleste suivait Jimmy de près. Sa queue, restée sur terre, vibrait de plus en plus intensément et commençait maintenant à changer de couleur, passant du violet au rouge. Il ne fallut pas plus d'une demi-heure à Jimmy pour arriver à la porte de l'observatoire. L'agent de sécurité regardait un match de football, avachi sur sa chaise, les pieds sur son bureau, luttant pour garder les yeux ouverts. Jimmy laissa son vélo à l'abri des regards et se faufila à travers la grille, s'accroupissant sous la fenêtre de la cabine de sécurité. Ensuite, il courut rapidement vers le laboratoire principal. À l'intérieur, il trouva un professeur Hopf très agité. Le professeur semblait analyser des données sur un moniteur et remplissait un tableau blanc de symboles et de dessins étranges. « Que diable fais-tu ici au milieu de la nuit? » demanda le professeur. « Ton père sait-il que tu es ici? Et comment as-tu réussi à duper la sécurité? »« Professeur Hopf, il se passe quelque chose dans la constellation Aquila, » bafouilla Jimmy. « Je suis au courant des choses étranges qui se passent dans la constellation Aquila, mais cela ne te concerne pas du tout. Tu devrais être au lit et je devrais me concentrer sur ce fou phénomène. Je suis sérieux, dit le professeur, ses yeux rouges fixant Jimmy de derrière ses lunettes. Le pauvre Jimmy passait un mauvais moment. Les étirements continus de Céleste le rendaient de plus en plus malade. Il s'était juré de ne parler à personne de son ami au pouvoir étrange, mais il ne voyait pas d'autre option. Il commença à raconter toute l'histoire au professeur Hopf, ses mots sortant de sa bouche comme d'une mitraillette. Il raconta tout, du tout premier jour où il a rencontré Céleste, jusqu'à la dernière minute. Au fur et à mesure que l'histoire de Jimmy se déroulait, le professeur Hopf devenait de plus en plus perplexe. Il se demandait si Jimmy n'était pas simplement en train de délirer à cause d'une fièvre. Mais Jimmy parlait si vite et de façon si convaincante que le professeur Hopf n'avait pas d'autre choix que de se laisser finir, écoutant de plus en plus attentivement la fin de l'histoire. « Montre-moi une seule preuve et je vais te croire, » dit le professeur, espérant rejeter cette histoire invraisemblable. « Dehors, » chuchota Jimmy en sortant par la porte arrière. « Maintenant, poussez-moi, » ajouta Jimmy. Le professeur Hopf donna une légère poussée d'une seule main à Jimmy. Une seconde plus tard, le professeur était allongé sur un tas d'ordures à quelques pas de là, se demandant ce qui lui avait frappé la poitrine si fort, tout en essayant de reprendre son souffle. « Wow, Jimmy, qu'est-ce qui s'est passé? »« Une légère poussée de Céleste, » dit Jimmy. Il commença alors à trembler comme les vibrations de Céleste devenaient encore plus violentes. « S'il vous plaît, professeur, nous devons faire quelque chose. Une force étrange emporte Céleste et je sens qu'il est en grand danger. » « Avant d'agir, nous devons comprendre ce qui se passe.
déclara le professeur Hopf après s'être un peu calmé. Allons à l'intérieur, nous pourrions peut-être trouver une réponse, ajouta-t-il. Les formes de matière exotique n'étaient pas étrangères au professeur Hopf, mais tout ce que son imagination avait pu produire jusqu'à présent n'était pas à la hauteur de Céleste. Son esprit cherchait désespérément des réponses à une douzaine de questions qui surgissaient. En même temps, Jimmy était visiblement malade. Il était donc très important pour le professeur de se concentrer sur la façon d'agir. « C'est beaucoup trop compliqué pour développer une théorie à l'heure actuelle, déclara le professeur Hopf. Simplifions et rassemblons les faits. Une forme d'énergie aussi importante n'a pas pu être attirée par autre chose qu'une forme similaire aux propriétés opposées. Comme l'antimatière, suivit Jimmy. Exactement, confirma le professeur. Et parce qu'il se dirige vers le trou noir, cela signifie que ce qui l'attire est à l'intérieur. Et comme cet antitruc est très puissant, il peut faire tourner le trou de l'intérieur, créant ainsi un véritable vortex dans l'espace. Ce vortex pourrait très bien être relié à un autre univers, donnant seulement l'impression que le trou noir se trouve dans notre univers, conclut le professeur Hopf, très fier de son explication logique et de la façon dont toutes les pièces du casse-tête semblaient s'emboîter si bien. Un anti-jumeau, chuchota Jimmy. C'est pourquoi il se bat si fort. Si nous ne faisons pas quelque chose, il sera bientôt anéanti, ajouta Jimmy. Il s'évanouit ensuite sur le sol du laboratoire. Un enfant couché, inconscient sur le sol du laboratoire, au milieu de la nuit, était la dernière chose dont le professeur Hopf avait besoin. Comme toutes les choses dans l'espace existent en paire, Céleste aussi. Au moment où le premier Big Bang produit cette forme unique de matière, son double antimatière fut expulsé dans la direction opposée. Torque avait un comportement et une évolution très différents de ceux de son frère jumeau, Céleste. Avide et désireux de détruire et manger toutes les formes de matière, il commença à s'effondrer sur lui-même après avoir ingurgité plusieurs galaxies primitives. Au bout d'un certain temps, cela créa un énorme trou noir, le plus grand jamais créé, qui attirait de plus en plus d'étoiles et de planètes. Sa force d'attraction était si grande que Torque était resté coincé à l'intérieur, devenant ainsi prisonnier de sa propre création. La captivité fit croître de plus en plus sa colère, et il n'abandonna jamais l'idée de s'échapper. Les étoiles et les planètes capturées à l'intérieur du trou noir apportaient également avec elles une énorme quantité d'énergie. Torque commença à utiliser cette énergie pour faire tourner le trou de l'intérieur. Cette rotation agrandit la sphère intérieure, atteignant finalement un point où l'attraction vers l'intérieur commença à diminuer. C'était sa seule chance de s'échapper de sa prison. Une telle quantité de matière tournant dans l'espace créa un vortex qui pouvait relier des univers. C'était arrivé au moment où Céleste et Jimmy s'étaient rencontrés. De plus, Torque sentit la présence de Céleste à proximité, ce qui le rendit encore plus furieux. Il accéléra la rotation, créant des radiations qui rendirent le professeur Hopf perplexe. Son but était d'attirer Céleste dans ce piège et de l'anéantir avant de s'échapper du trou noir. Céleste se sentait déchirée entre deux mondes très différents. L'un était la planète sur laquelle il s'amusait tant avec Jimmy. L'autre était l'espace sombre dans lequel son passé l'attirait vers le combat et la détresse. Incapable de choisir, il décida de s'étirer autant qu'il le pouvait pour rester en contact avec les deux mondes. Cela diminua sa puissance et sa capacité à affronter son frère jumeau. C'était clairement une bataille perdue. Le premier contact de Céleste avec Torque produit une immense boule de feu et de lumière. Les radiations résultantes avaient réinitialisé tous les ordinateurs du laboratoire, signalant au professeur Hopf que la situation était désespérée. Pendant qu'il était emprisonné dans le trou noir, Torque avait accumulé une quantité considérable d'énergie à partir de toute la matière capturée à l'intérieur. Sa première rencontre avec son frère jumeau ne l'affecta pas beaucoup. Mais pour Céleste, elle fut désastreuse, coupant presque sa force en deux. Même si Torque perdait de l'énergie à chaque rotation du trou, à ce rythme, Céleste ne survivrait pas longtemps. Le deuxième choc produit une explosion encore plus grande.
des faisceaux de lumière pouvaient maintenant être vus à l'œil nu depuis la Terre. La queue de Céleste n'était plus qu'un filin très fin qui devenait blanc. Il avait perdu presque toute son énergie, mais était prêt à se battre jusqu'au bout. Tout cela se passa très vite sous les yeux désespérés du professeur Hopf. « Jimmy, réveille-toi, réveille-toi, ce n'est pas le moment de t'évanouir !» cria le professeur en secouant Jimmy. « Céleste a perdu presque toute son énergie, mais je pense avoir trouvé une solution. Il y a très peu de chances que ça fonctionne, mais nous devons l'essayer et j'ai besoin de ton aide. » En entendant que Céleste pouvait être sauvée, Jimmy se leva d'un bond. Il cria au professeur. « Dépêchez-vous, je sens que je suis en train de le perdre. »« Suis-moi, » dit le professeur Hopf en courant vers la porte arrière du laboratoire. Le professeur Putley sauta par-dessus les sacs de poubelle, comme un grizzly, et Jimmy avait du mal à le suivre. C'était un spectacle amusant. Sur l'écran de sécurité, le garde vit la silhouette du professeur Hopf passer en vitesse par la porte arrière. Le professeur doit avoir très faim s'il court et prend un raccourci vers sa maison, se dit l'agent de sécurité. Maintenant, je dois aller fermer la porte arrière moi-même. Les chercheurs, à quoi t'attends-tu? Pour la deuxième fois de la soirée, Jimmy passa inaperçu. Alors que le professeur passait la colline, son souffle devenait plus lourd. En vérité, le professeur Hopf n'avait jamais couru de sa vie. Même enfant, il évitait toute forme d'exercice physique. Maintenant, il luttait pour atteindre l'autre côté de la colline. Il s'effondra soudainement, regardant désespérément en arrière vers Jimmy. « Professeur Hopf, je suis là, vous vous sentez bien? » demanda Jimmy terrifié. « Manifestement, courir n'est pas mon fort, » plaisanta le professeur. Mais son visage ne pouvait pas cacher une grimace sous la lumière de la pleine lune. « Tu devras le faire seul. »« Faire quoi? » demanda Jimmy. « Cours aussi vite que tu peux jusqu'à l'autre côté de la colline, où les lignes électriques traversent un petit canal. Tu devras passer sous les lignes de manière à ce que la queue de Céleste, qui, je l'espère, te suit toujours, entre en contact avec les fils. Les fils font partie du réseau électrique national et relient toutes les centrales électriques et les villes du pays. Si nous avons de la chance, il devrait y avoir assez d'énergie pour que Céleste survive. Maintenant, dépêche-toi. Je te rejoindrai plus tard si mon cœur ne lâche pas. » Jimmy ne perdit pas une seconde. Il se mit à courir, comme un fou, avec une seule idée en tête, sauver Céleste. Il tomba plusieurs fois, déchirant son jeans et s'écorchant les genoux, mais rien ne pouvait le détourner de son objectif. Contrairement au professeur Hopf, il semblait gagner de plus en plus d'énergie à chaque pas. Jimmy sauta par-dessus le petit canal avec aisance et passa sous les lignes électriques, levant les yeux pour s'assurer que son meilleur ami était toujours vivant et le suivait. La queue de Céleste, maintenant à peine visible, apparaissait par intermittence. Des étincelles de lumière la traversaient, signe du combat acharné qu'il menait dans l'espace. Avec un dernier effort, Jimmy traversa la route sous les lignes électriques. Le premier contact entre la queue de Céleste et les épais fils électriques produit un coup de foudre qui projeta violemment Jimmy au sol. En quelques secondes, l'électricité de toutes les centrales électriques du pays déferla dans l'espace à travers la queue de Céleste, plongeant toutes les villes, une à une, dans le noir. Il ne fallut pas longtemps à Céleste pour vider toutes les centrales électriques, mettant ainsi hors service le réseau national. Bientôt, un sombre silence recouvra la colline. Jimmy et le professeur Hopf restèrent allongés dans l'herbe, à quelques centaines de mètres l'un de l'autre, sous la lumière de la pleine lune. Le lendemain, les nouvelles regorgeaient d'informations contradictoires sur les événements de la nuit dernière. Certains témoins disaient avoir vu des météorites tomber sur la ville, tandis que d'autres soutenaient avoir vu une foudre globulaire au-dessus de la colline de l'observatoire. Cependant, la coupure soudaine du réseau électrique créa un remue-ménage assez important pour détourner l'attention des gens de ces phénomènes étranges. « Céleste, où es-tu? Tu dois te battre, n'abandonne pas! » L'infirmière entendait Jimmy prononcer ces phrases alors qu'il était allongé sur son lit d'hôpital en ce dimanche matin. « Il délire à nouveau, » dit l'infirmière au médecin, qui venait d'entrer dans la pièce. « Je me demande qui est Céleste et pourquoi Jimmy est si inquiet. »
Il a subi un grave choc électrique. Son cerveau a encore besoin de temps pour récupérer, déclara le médecin. Mais il est jeune, je suis sûre qu'il va se rétablir. Avez-vous réussi à contacter son père? Demanda le médecin à l'infirmière. Oui, répondit-elle. Il devrait bientôt arriver. En attendant, le professeur Hopf, qui l'a amené ici, insiste pour le voir. Il a attendu dans le couloir toute la matinée. Je le laisse entrer? Demanda l'infirmière. Ce n'est peut-être pas une mauvaise idée, répondit le médecin. Ça pourrait inciter le cerveau du patient à revenir plus vite au monde réel. Le professeur Hopf entra lentement dans la pièce et prit une chaise. Il semblait prêt à rester là jusqu'à ce que Jimmy se réveille. Il avait l'air très fatigué. L'aventure de la nuit dernière, en plus de son agitation des 2 dernières semaines, avait mis son corps à rude épreuve. Néanmoins, il était heureux de voir l'enfant en vie. Au fond de lui, il espérait aussi que l'étrange forme de matière qu'il avait rencontrée la nuit dernière n'avait pas complètement disparu dans l'espace. Le père de Jimmy arriva peu après. Il était surpris de voir que le professeur était là. Enfin, Jimmy ouvrit les yeux, qui se sont instantanément remplis de larmes. Il ressentait un mélange de joie à voir son père et le professeur Hopf, mais aussi de tristesse à ne pas voir Céleste pour la première fois depuis leur rencontre. Tout le monde était très ému. « Jimmy, que s'est-il passé? » demanda son père. « Il ne devrait pas parler maintenant, » interrompit le médecin. « Il a reçu un choc électrique sévère. Heureusement, aucun de ses organes vitaux n'a été touché et son cerveau devrait bientôt récupérer. Mais il a besoin de se reposer pendant un certain temps. » « Je pense que je peux expliquer, » dit le professeur Hopf, peu convaincu. Toutes les données qu'il avait analysées la nuit dernière étaient perdues, et il pouvait voir dans les yeux de Jimmy qu'il n'y avait aucun signe de Céleste flottant à proximité. « Allons prendre un café à la cantine pendant que Jimmy se rendort, » proposa le professeur en sortant de la salle. « J'ai trouvé en Jimmy un étudiant très brillant, extrêmement passionné d'astronomie, » commença le professeur. « Je le vois bien, » répondit le père. Il me fait peur parfois avec des histoires ou des explications que je ne peux pas suivre. Vous voyez, professeur, je suis un simple plombier. Je travaille dur pour compenser la perte de sa mère, mais parfois, comme hier, j'ai l'impression que je n'y arrive pas. Vous ne devriez pas trop vous inquiéter, dit le professeur Hopf en réconfortant le père. Jimmy a eu la chance de rencontrer une forme de matière exotique. Nous avons tous les deux tenté des expérimentations la nuit dernière, mais il semble que la matière ait perturbé le réseau électrique et que la foudre globulaire produite ait frappé Jimmy, poursuivit le professeur, omettant certains détails qui n'auraient fait que troubler le père de Jimmy. J'ai ma part de culpabilité dans cette situation. Hier soir, j'étais tellement excitée par les signaux étranges que je recevais de l'espace que je n'ai pas su comment réagir à la présence tardive de Jimmy dans le laboratoire. Ne soyez pas si dur avec vous-même, dit le père de Jimmy. Sans vous, il n'aurait peut-être pas été retrouvé. J'ai entendu dire que vous l'avez amené dans vos bras. Je vous en suis très reconnaissant. Les 2 hommes, de nature différente, semblaient avoir tissé des liens et se promirent de se retrouver dans des circonstances plus heureuses. Le professeur Hopf rentra finalement chez lui, laissant au père de Jimmy un peu d'intimité pour veiller sur son fils qui dormait paisiblement. Même si Jimmy était inconscient, son père décida de lui lire quelques pages de son livre préféré. Le soir venu, le père de Jimmy resta assis dans le noir pendant un moment, prêt à passer la nuit. Cependant, lorsque l'infirmière lui suggéra gentiment de rentrer chez lui, le père embrassa son fils sur le front et quitta la pièce en silence. Jimmy sentit le contact et, après un moment, il réalisa qu'il était seul dans la pièce. Il se leva lentement du lit. Sa tête était très lourde et son équilibre chancelant, mais il réussit à traverser la pièce sombre jusqu'à la fenêtre. Le ciel était dégagé et la lune semblait plus grosse que d'habitude. Toutes les constellations principales étaient là, mais il ne s'intéressait qu'à une seule, Aquila. Rien d'inhabituel ne pouvait être vu à l'œil nu dans cette direction. Rien ressemblant à Céleste ne pouvait être repéré. Jimmy regarda le ciel pendant plus d'1 heure avant de se fatiguer. Alors qu'il traînait jusqu'à son lit,
il entendit soudainement une vibration aiguë provenant de la fenêtre. Il se retourna et vit une toute petite boule bleue scintillante rebondir vers la fenêtre en tremblant. Jimmy sauta par la fenêtre et posa sa main sur la vitre. Céleste s'approcha et recouvrit doucement la main de Jimmy d'étincelles multicolores. Il avait perdu presque tout son corps dans l'affrontement, mais il n'avait pas perdu son éclat ni son dévouement pour Jimmy.